Bonsoir à toutes et à tous. Nous consacrerons la dernière partie de cette émission à vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux. À quoi servent les francs-maçons en ce début de 21e siècle? Voilà une bonne question que se posent ceux qui en sont comme ceux qui n'en sont pas. Le grand maître de la principale obédience française vient en tout cas d'y répondre. Il souhaite, à visage découvert, une influence accrue, notamment sur les grandes questions de société. Nous avons intitulé cette émission Francs-maçons, retour en politique, et voici les invités qui ont accepté de participer à ce C'est dans l'air en direct. Catherine Janin-Daltet est présidente de la Grande Loge féminine de France, vous êtes juriste, et rappelons que votre loge exclusivement féminine rassemble près de 14 000 membres. Roger Daché est lui président de l'Institut maçonnique de France, vous êtes un spécialiste de l'histoire de la franc-maçonnerie. Parmi vos nombreux ouvrages, citons le Que sais-je sur la franc-maçonnerie avec Alain Boer aux presses universitaires de France. Yves Tréhard est éditorialiste et directeur adjoint de la rédaction du Figaro. C'est dans votre journal que le grand maître du Grand Orient de France vient d'affirmer son désir d'influence sociale et politique. Enfin, François Coche est journaliste à l'Express. Vous êtes un spécialiste de la franc-maçonnerie. Votre livre sur le vrai pouvoir des francs-maçons est publié aux éditions L'Express Poche. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, je vous fais la remarque d'emblée, si vous le voulez bien, Yves Tréhard, dans cette interview du grand maître du Grand Orient de France, c'est la façon dont il exprime le choc qu'a été pour lui la manif pour tous et le fait d'avoir été en quelque sorte absent d'un grand débat de société qui, comme ça, hop, défilait dans la rue et échappait à la franc-maçonnerie, si je puis dire. C'est son analyse, en tout cas. C'est un peu à l'image de la franc-maçonnerie, dont l'influence sur le débat politique a quand même considérablement diminué ces dernières années. C'est-à-dire que l'influence de la franc-maçonnerie est très grande dans les grandes lois de la Troisième République, au début de la Troisième République. Et puis, eh bien, ce qui est marrant, c'est qu'il y a de plus en plus de francs-maçons, mais que leur influence a diminué. Et Keller s'en soucie, s'en inquiète et dit il faut reprendre la main, il faut participer au débat public, et c'est tout l'objet de sa mission. Il veut ouvrir la franc-maçonnerie au public. Il fait même des planches qui sont ouvertes aux non-francs-maçons. Alors, on découvrira dans notre reportage ce qui s'est passé le week-end dernier, puisqu'il y avait en effet un week-end très spécifique organisé par le Grand Orient de France. Vous l'avez vécu comme ça, vous aussi, cet aspect on voit une France qui se réveille et qui défile dans la rue. C'est une question typiquement de débat qui pourrait être à l'ordre du jour pour toute loge de réflexion maçonnique. Et voilà, et avec ce sentiment de dire tiens, ça nous échappe, on n'est pas influent là-dessus. Tout à fait, je partage complètement cette analyse. Les manifs contre le mariage pour tous ont été un moment pour la franc-maçonnerie pas très particulier, parce qu'on on a considéré que c'était les francs-maçons qui étaient à l'origine de cette loi, ce qui n'est pas le cas du tout. Et on a vu apparaître pour la première fois depuis pratiquement la dernière guerre mondiale des slogans anti-maçonniques. Et il y a une montée de l'antimaçonnisme qui est absolument qui date de la même époque que les premières manifestations contre le mariage pour tous. Donc quelque part, c'est un besoin pour nous de réagir aussi et de dire que notre influence, là où elle est vraiment et là où elle n'est pas. Mais ça a été un choc? Absolument. Je dirais affectif, émotif, intellectuel. Absolument, parce qu'on nous a imputé quelque chose qui n'était pas notre fait. Qu'est-ce que vous auriez apporté de plus si on vous avait demandé votre avis? À l'époque, au moment du soutien des manifestations? Oui, enfin en tout cas sur la question, sur le débat ou sur la loi débat, elle-même. Mais de toute façon, c'était simplement un progrès sociétal en ce sens que c'était un respect des droits et de l'égalité aux droits. Donc nous, c'était pas contraire à notre point de vue. Mais par contre, nous n'étions pas dans l'influence qui a déclenché cette loi sociétale. Vous n'étiez pas acteur. Mais à mon sens, et je pense être honnête, nous n'étions pas acteurs au premier titre. Non. Oui. Roger Daché, vous percevez la chose de la même façon? Je crois que c'est typiquement un exemple de l'influence qu'on prête encore à la franc-maçonnerie quand un certain nombre d'initiatives, de lois, de réformes sont proposées et mises en œuvre et qui vont dans le sens de ce qu'on considère être en France l'idéologie maçonnique ou les valeurs de la franc-maçonnerie. On garde présent à l'esprit l'idée que les francs-maçons ont été à l'origine, ont initié tout ça. Or, le problème, c'est bien ça, c'est qu'aujourd'hui, très souvent, ils n'initient plus rien. Alors, Roger Daché, c'est pas à vous qui étiez historien, grand spécialiste de ces questions. Je veux dire qu'une bonne partie, en tout cas, de l'influence, en particulier religieuse ou catholique, des gens qui défilaient, se sont aussi construits dans une société dont ils ont l'impression que leur pire ennemi, ou en tout cas les gens qui leur veulent du mal, sont entre autres les loges maçonniques. Oui, sauf que sans doute, mais à la grande époque de l'influence. Une réponse plus carrée. Ils ont tort ou pas? Ils ont raison, mais dans le sens inverse. Ils ont raison dans la mesure où on peut dire que dans la longue durée de l'histoire de France, l'Église catholique a été, dès l'origine, l'ennemi impitoyable et absolu de la franc-maçonnerie dans notre pays. Qui déclenche le combat? 1738, c'est le pape.
indiscutablement, qui ne sait pas ce que c'est que la franc-maçonnerie, mais qui entend deux choses. Ça vient d'Angleterre, évidemment une nation ennemie, et on y admet des gens de toute confession, ce qui est intolérable. Et sans savoir de quoi il s'agit, il fulmine une excommunication. En même temps, prôner la laïcité, ça ne peut déclencher, j'ai envie de vous dire, que des guerres de religion. Je dis ça avec humour, mais... Sans doute. Mais à l'époque, ce n'était pas vraiment la laïcité. Parce que la laïcité républicaine, elle est née beaucoup plus tard. À l'époque, c'était simplement, dans un pays comme la France, qui était en régime de révocation, un scandale, depuis la révocation de l'édit de Nantes, c'était un scandale de ne pas pouvoir être autre chose que catholique. Et voilà des gens qui disaient, nous nous réunissons entre nous, nous n'imposons rien à personne, mais il n'est pas nécessaire d'être catholique pour être chez nous. Et ça, au XVIIIe siècle, en France, c'est intolérable. François Coll, vous avez perçu cette perturbation des francs-maçons français, notamment vis-à-vis de la manif pour tous et du mariage pour tous? Alors effectivement, à ce moment-là, il y a une résurgence d'antimaçonnisme, mais c'est quand même relativement limité en ce qui concerne les effectifs de ces militants qui sont plutôt situés dans la frange la plus extrême de l'extrême droite. Mais il n'en reste pas moins que ce qui est vertigineux, c'est ce paradoxe tout à fait hallucinant entre cette montée linéaire des effectifs de francs-maçons depuis 45 ans. Il y a 45 ans, il y avait 38 000 frères et sœurs déclarés par les obédiences. Aujourd'hui, on dépasse les 175 000 frères et sœurs déclarés par les 22 ou 23 plus grosses obédiences en France. Mais l'influence, c'est la courbe inverse, tout aussi linéaire, parce qu'en fait, on perçoit l'influence comme une influence politique. Oui. Et les parlementaires francs-maçons, ils ne sont plus qu'environ 10%, alors qu'ils étaient 2/3 il y a un siècle. Mais comment expliquez-vous ça, justement, cette perte d'influence contre laquelle se rebelle le grand maître du Grand Orient de France, en le disant très simplement, d'ailleurs. Je crois qu'au départ, il y a une explication assez simple. C'est qu'à la fin du XIXe siècle, sous le Second Empire, c'est là vraiment que les francs-maçons français sont entrés en politique. Ils ont tout fait pour l'établissement de la République, de la liberté politique et pour que des partis politiques diversifiés puissent librement s'exprimer. Et on y reviendra. Ils y sont arrivés. Leur contribution législative, et en fait dans ce qui forme notre République, on consacrera un reportage spécifique là-dessus. Ils y sont arrivés. Et le jour où ils ont obtenu ça, c'est-à-dire, ça ne date pas d'hier, c'est du début du XXe siècle. Leur légitimité à continuer à intervenir dans le débat politique a été mise en question. Parce qu'on leur a dit, mais vous avez créé la République, très bien, vous avez créé des institutions représentatives, des partis politiques. Où êtes-vous dans ce système? Et c'est à ce moment-là que naît l'antimaçonnisme qui dit la franc-maçonnerie, c'est un parti obscur qui veut, en fin de compte, détourner la République qu'il a mise en place. Alors, week-end, porte ouverte au Grand Orient de France, le week-end dernier, principale obédience maçonnique française, je vous le rappelle. L'opération est présentée comme un espace de dialogue baptisé Utopial, en référence aux frères historiquement influents. Mot d'ordre, construire le monde de demain autour de philosophes, d'économistes, initiés ou profanes. Le Grand Orient assume un désir d'influence dans un monde sans repère. Barbara Steck, Arnaud Fora. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, le Grand Orient de France est attaché à la République, c'est-à-dire à l'existence d'une République indivisible, démocratique, laïque et sociale. Bienvenue chez les francs-maçons. Le temps d'un week-end, le Grand Orient de France a ouvert ses portes au public. Pour la deuxième année consécutive, la principale obédience maçonnique française organisait ses utopiales. Au programme, table ronde des conférences publiques avec à la tribune intellectuels, politiques ou encore économistes. Prenons un horizon qui nous donne le temps d'investir pour obtenir des résultats. Nombreux sont les poncifs et fantasmes rattachés à cette société qui se définit comme discrète, mais pas secrète. Malgré tout, bon nombre de maçons souhaitent garder leur anonymat. Dépeinte comme parfois trop fermée, la franc-maçonnerie tend à sortir de l'ombre. Les utopiales sont effectivement une vitrine pour le Grand Orient de France qui veut montrer qu'il n'a rien à cacher, permettre au grand public d'entrer dans les temples, d'assister à des débats tels qu'ils se déroulent de manière assez générale et assez habituelle dans les temples. Les maçons s'offrent l'occasion de présenter leurs travaux sur différents sujets, comme l'éducation, la transmission ou la laïcité, mais aussi de montrer qu'ils peuvent, avec leurs valeurs, jouer un rôle dans la société et participer à la construction du monde de demain, thème principal de ce raout. C'est un temps un peu troublé qu'on vit à ce moment. On va pas
revenir sur les résultats électoraux, mais ce qui taraude la société française, c'est parfois plus le repli sur soi, le renfermement sur des groupes identifiés, qu'ils soient familiaux ou communautaires. Et donc, il y a un message d'ouverture et de fraternité à faire passer à la société française, qui est le fond de commerce, si j'ose dire, de la franc-maçonnerie. Pas de tablier, ni de rituel. L'objectif de ces 2 jours n'est pas une initiation, ni de faire du prosélytisme. Mais le décor et la manière de débattre rappellent que nous sommes chez les francs-maçons. Je vous demande, quand vous prendrez la parole, de faire des interventions très courtes, d'être dans le sujet bien évidemment, je n'en doute pas, et puis parce que nous ne sommes pas dans une leçon universitaire, nous sommes dans un échange, et que les francs-maçons construisent ensemble le propos, et qu'ils procèdent par construction itérative, je vous demande de ne pas poser de questions. Je vous demande d'apporter votre pierre à l'édifice, c'est ça qui nous intéresse. Dans le public, la moitié des participants n'est pas initiée. Et c'est cette méthodologie de réflexion et cette façon d'échanger qui attire. C'est un espace de dialogue qui nécessite un retour un peu sur soi, d'interrogation sur soi, pour ensuite pouvoir avoir une capacité de réflexion et une sorte de liberté de conscience suffisante pour pouvoir aller partager avec d'autres vers l'extérieur et ouvrir en fait cet espace de réflexion intime à la société entière. Et donc peut-être un langage commun ou cette façon d'échanger ou de vivre ensemble qui nous manque un peu aujourd'hui. Peut-être que la franc-maçonnerie peut apporter un peu de ça. Si l'auditoire s'accorde sur la qualité des débats, certains profanes restent sceptiques. C'est quand même pas mal dans la théorie et moins dans la pratique que je pensais. Ce matin, j'étais sur un atelier sur le travail. Pendant 2h30, je n'ai pas entendu le mot de profit parlant de travail, alors que c'est quand même une grosse cause du chômage. Là, on parle d'éducation. J'ai posé une question, comment se fait-il qu'on assiste à une adéquation entre les formations qui est faite par l'université et les demandes d'emploi sur le marché du travail? J'ai pas eu de réponse. Donc j'ai bien peur qu'on reste dans des grandes théories intellectuelles. C'est l'utopie. Je veux pas être méchant, mais bon, ça me donne un peu l'impression de ça. Ouais. Une critique qui ne froissera certainement pas les francs-maçons, pour qui l'utopie est le moteur de l'élévation de l'homme et de la société. Utopions, mais espérons. Alors, quand même une question que j'ai envie de vous poser, c'est quand on voit même le fonctionnement, l'espace public dans lequel est organisée cette réunion, on se dit mais est-ce qu'on a affaire à une religion laïque ou à un parlement souterrain au premier sens du terme, hein, on descend en bas pour débattre de choses et en espérant être influent. Comment vous percevez les choses? C'est un peu les deux. C'est un peu les deux. La franc-maçonnerie en France a toujours eu cette nature duelle et un peu ambiguë, parce que d'un côté elle est dans la construction de soi-même, dans la formation d'une éthique, dans la structuration de l'autonomie du sujet. Et ça, c'est quelque chose à quoi contribuaient les anciennes religions, si j'ose dire. Oui. Et puis d'un autre côté, elle a cette tentation permanente, et même elle pense que c'est une partie de sa vocation, de sa mission, d'aller, comme on le dit couramment dans les temples maçonniques, porter au dehors les valeurs que nous avons reçues. C'est-à-dire qu'il y a en permanence un balancement entre ces deux attitudes. Toute la difficulté est d'arriver à les équilibrer et à les doser, et toute l'histoire de la franc-maçonnerie, mais toute son actualité, est compliquée à cause du fait que ce dosage est en permanence remis en cause et que d'ailleurs il ne fait pas consensus parmi les francs-maçons eux-mêmes. Catherine Janon-Altais, comment vous percevez ce que je viens de vous demander? Alors, religion laïque ou parlement souterrain? Pour moi, c'est ni l'un ni l'autre, contrairement à ce que pense notre ami Roger Daché. Effectivement, l'essentiel de la franc-maçonnerie ne se passe pas sur la place publique. C'est vraiment un lieu de laboratoire, de travail sur soi, de recherche. C'est une énorme masse de travail et vraiment de conception. Nous travaillons sur des sujets, j'ai amené les sujets depuis toujours en loge, sur des sujets de société. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'effectivement, certaines obédiences se proposent d'apporter vers l'extérieur et une grande nouveauté, c'est que nous sommes de plus en plus sollicités, y compris par les institutions et les politiques, sur des sujets de société. C'est très excusez-moi, je vous interromps parce que ce que vous nous dites est au contraire très précis et très intéressant. Mais c'est quoi travailler sur un sujet de société? Est-ce que vous voulez bien nous donner quelques exemples? Et j'allais dire, avec quels propos vous souhaitez à un moment être influent
pour que ça finisse par devenir des lois. Absolument. C'est aussi simple que, c'est aussi concret que ça. Je vais vous donner un exemple. Oui. En 1928, les femmes en loge féminine travaillaient sur la révision du Code Napoléon. C'est vous dire qu'à l'époque déjà, elles avaient tellement de retard qu'elles avaient commencé. Et tout au long de notre histoire, c'est comme ça. Actuellement, nous avons des commissions d'études en matière de bioéthique. Nous sommes auditionnés sur la révision de la loi Leonetti sur la fin de vie, le vivre ensemble, qui était un sujet d'actualité par le président du Sénat nous a reçus récemment pour effectivement contribuer à ce débat républicain. Et nous sommes de plus en plus sollicités, et non seulement au niveau français, mais au niveau européen et au niveau international. Quelle différence feriez-vous avec ce qu'on appelle désormais les think tanks en anglais, les laboratoires d'idées, qui sont aussi influents? Parce que Terra Nova, on le sait, influence du côté du Parti socialiste. On a un pendant à droite qui est une fondation. Enfin, la seule chose, c'est que je ne pense pas que nous ayons le même poids que ces think tanks, parce que effectivement, la franc-maçonnerie quelque part est quand même divisée. Il y a des obédiences qui ne communiquent pas, et je vous signale aussi que nous travaillons sur l'éthique, parce que nous n'avons pas le droit de nous immiscer dans des controverses de type ou religieux ou politique. Donc nous sommes vraiment sur le terrain des valeurs, les valeurs républicaines, les valeurs patriotiques, parce que ça, le premier devoir d'un franc-maçon, c'est ses devoirs envers sa patrie. C'est des choses on ne connaît trop mal. La phrase que vous venez de prononcer là, c'est la première fois que j'entends un responsable maçonnique le dire, et en même temps, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas besoin d'être franc-maçon pour se sentir patriote et défendre les valeurs dont vous nous parlez. Tout à fait. Mais alors l'engagement se situe à deux niveaux. Au niveau individuel, chacun est libre de son engagement dans la vie de la cité. Oui. Mais aujourd'hui, les obédiences en tant que telles, pour certaines, entendent porter au dehors le fruit des réflexions en matière de société et vraiment d'aider à se vivre ensemble, qui nous pose un vrai problème dans cette République. Donc vous partagez l'analyse de Daniel Keller qui dit faut absolument qu'on redevienne productif, influent au bon sens du terme et au sens, présent dans le débat. Au moins productif. Mais il y a aussi, je crois qu'il est très important de dire que la perte d'influence des loges maçonniques. Les chiffres que vous nous avez cités tous les deux, c'est quand même étourdissant. Oui. Alors attendez, c'est 175 000, ils étaient effectivement il y a 30 ou 35 000 il y a pas très longtemps encore. Et le Grand Orient, qui était considéré comme écrasant tout le reste, le Grand Orient, c'est 50 000, je crois, à peu près, frères. Ce qu'il faut dire, c'est que la perte d'influence de la franc-maçonnerie est due en grande partie justement à l'éclosion de toutes ces associations qu'on appelle think tank, de réflexion, qui sont aussi des associations d'anciens élèves de l'ENA, de Polytechnique, où on est, contrairement à la franc-maçonnerie, dans l'entre-soi. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. C'est ça qui est incroyable, c'est que la franc-maçonnerie, dans une même loge, vous pouvez avoir des gens d'horizons tout à fait divers, aussi bien professionnels, confessionnels, géographiques, alors que l'association des anciens de Polytechnique ou des anciens de l'ENA, vous avez à peu près. Ils ne sont pas exceptionnellement ouverts sur le mot. Voilà. On s'est bien compris. C'est pas un reproche que non, c'est comme ça. C'est pas leur fonction. Voilà. Et vous avez, pour alimenter les programmes politiques aujourd'hui, des think tanks, l'Institut Montaigne, qui est assez connu, qui est assez proche d'une grande banque française ou d'une grande compagnie d'assurance française, qui alimente la droite. Vous avez un institut qui s'appelle Terra Nova pour le Parti socialiste, et puis vous en avez beaucoup d'autres qui se sont montés comme ça, et qui ont une influence énorme, qui sont souvent, d'ailleurs, pas les deux que je viens de citer là, mais d'autres, qui sont des think tanks montés par des professions et qui font du lobbying via ces think tanks pour défendre leur profession. Les experts comptables, je ne citerai pas de nom parce que je suis pas là pour, voilà. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que la France... C'est bien de balancer une grenade dégoupillée, puis de dire non, bon, alors... Non, mais bon, ils se reconnaîtront, ceux qui savent. Non, mais c'est nos téléspectateurs qui aimeraient bien en savoir plus. Oui, non, mais vous avez, par exemple, les experts comptables... Bon, vous nous dites que là, vous venez de décrire ce qu'on devrait appeler tout simplement du lobbying. Du lobbying. D'accord. Alors, la grande différence de la franc-maçonnerie, si je puis me permettre, la grande différence de la franc-maçonnerie, c'est que la franc-maçonnerie travaille d'abord, de ce que je sais, sur des sujets qui touchent l'humain, qui touchent l'avenir de l'homme, avec un grand H, d'où la présence de la franc-maçonnerie dans les deux des très grandes lois sociétales, entre guillemets, je déteste ce mot, de ces 50 dernières années. C'est quand même la contraception en 1967, M. Neuwirth, et la loi Veil sur l'avortement. Et là, on peut dire que la franc-maçonnerie a joué un rôle considérable. Ils étaient là de façon très présente. Et ça fait 40 ans. Et ça fait 40 ans. Mais il y en a une autre.
La loi actuellement sur la fin de vie... Vous avez oublié le bon sénateur Caillavet. Et le sénateur Caillavet, bien sûr. La loi sur la fin de vie, elle est... derrière la fin de vie, il y a le militantisme. C'est pas déplaisant que d'utiliser ce mot, d'une association qui s'appelle l'association le droit de mourir dans la dignité. Oui. Droit à mourir dans la dignité. Oui. C'est une association qui est très cousine de la franc-maçonnerie. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de francs-maçons dans cette association. Et elle est très présente dans le débat. Après, on n'est pas obligé d'être d'accord avec elle sur la fin de vie. Elle voudrait que ça aille plus loin. Vous vous rendez compte, en nous disant ça, ce qui par ailleurs est une réalité concernant, semble-t-il, la DMD, et moi je vois bien les débats et les échanges d'idées qu'on a eus, notamment sur ces questions de fin de vie, sur ce plateau, il y avait toujours un moment où ça finissait par se tendre entre le représentant de la DMD et le représentant, on va dire, soit des médecins qui ne souhaitent pas avoir à prendre en charge de telles choses, et on finissait par se dire, oh là là, il y en a un qui est catho, là ça passe plus, et l'autre, tiens, il doit sans doute être franc-maçon, ils n'arrivent plus à se parler. Et alors du coup, j'ai envie de vous dire, mais qu'est-ce qui fait que, par exemple, un député socialiste et un député UMP qui sont dans une même loge et qui partagent des idées en commun, une fois qu'ils se retrouvent à l'Assemblée nationale, ils passent leur temps à voter systématiquement pour des lois qui s'ignorent et l'un contre l'autre. Parce qu'on se dit que là, il y a quand même une incongruité. C'est pas aussi sûr que ça. C'est pas aussi sûr que ça. D'abord, vous avez eu raison de le remarquer. Le poids de la franc-maçonnerie à l'Assemblée nationale et au Sénat est beaucoup plus faible. On dit entre 100 et 150 parlementaires aujourd'hui. Ils sont plus représentés que dans une centaine, nous dit François. Mais c'est quand même, ça reste quand même, si vous voulez, limité. Et je crois qu'il y a le droit au silence qui est souvent pratiqué, qui fait que ce ne sont pas en tous les cas quand ils sont ceux qui s'opposent le plus. Parce que dans la franc-maçonnerie, on sait parler, on sait s'écouter. François Coche. Parce qu'en fait, si l'influence, effectivement, n'est plus ce qu'elle était, c'est que la motivation des hommes et des femmes à entrer en maçonnerie et des frères et des sœurs à y rester, elle est triple, en fait. C'est l'humanisme de combat que évoquait Roger Daché, c'est la recherche de gymnastique intellectuelle, spirituelle ou ésotérique, mais c'est aussi un troisième pied, c'est l'envie de se retrouver dans un cocon fraternel et chaleureux. Oui. Et en fait, la première branche de la motivation est en chute libre depuis des décennies, c'est l'humanisme de combat, et les deux autres pieds, en fait, en quelque sorte, de la motivation à entrer, à rester en maçonnerie, est en progression. Et c'est corrélé avec la baisse d'influence du Grand Orient dans la franc-maçonnerie française, il ne représente plus que 50 000 sur 175 000, alors qu'au début du siècle dernier, c'était pas la seule obédience, mais en tout cas l'obédience hyper majoritaire. L'autre élément qui provoque un décalage entre la franc-maçonnerie et le reste de la société, c'est le fait qu'en maçonnerie, bizarrement, et c'est très constant, on est entre hommes ou entre femmes, rarement en mixité. La grande majorité des obédiences et des loges en France restent entre femmes ou entre hommes. C'est très surprenant, cette constance. D'abord, il y a peu de femmes en maçonnerie, moins de 19%, mais la proportion de ceux qui travaillent ensemble, hommes et femmes, est encore plus faible. C'est assez étonnant. Une constante un petit peu désuète, on va dire. Alors, on va peut-être revenir là-dessus dans un instant, d'autant plus qu'on a Catherine Jeannin-Alté avec nous et que j'ai des questions à lui poser sur ce sujet. Mais aujourd'hui, il y a des loges de droite et des loges de gauche, pour faire simple, sur le plan politique. Vous, Coche, qu'est-ce que vous en pensez? C'est évident que le Grand Orient est plus traditionnellement à gauche, avec des socialistes, des radicaux de gauche, mais il n'empêche qu'au Grand Orient, il y a aussi des hommes de droite. Xavier Bertrand en est membre et bien d'autres. La Grande Loge de France, c'est plus classiquement une obédience politiquement centriste, centre-droit, centre-gauche. Oui. La GLNF, la Grande Loge nationale française, est plus à droite. Elle a eu précédemment un grand maître qui cherchait à se faire bien voir de Nicolas Sarkozy. Mais à part ces classifications un petit peu, j'allais dire caricaturales, on trouve des hommes de gauche et de droite dans toutes les obédiences. L'extrême droite, pour l'instant, n'a pas réussi à pénétrer ces loges? Non, parce que la plupart des obédiences cherchent à bloquer l'initiation des militants du Front National ou de l'extrême droite, considérant qu'il y a une incompatibilité de valeurs. Absolument. Voire les exclure? Absolument, oui. L'appartenance au Front National est un motif d'exclusion. Est-ce que vous avez eu des tentatives d'entrisme, vous? L'entrisme, on essaie de vérifier. J'entends bien, oui, mais... Mais tentative...
Nous ne savons pas comment votent les frères ou les sœurs, ça c'est autre chose. Mais par contre, le militantisme d'extrême droite est complètement incompatible avec les valeurs de la franc-maçonnerie. Il y avait un proche de Marine Le Pen qui était au Grand Orient et qui, au moment de la dernière campagne présidentielle, s'est fait exclure à ce moment-là. Il y a eu des cas individuels qui se sont révélés parfois évidemment de manière involontaire, mais le discours constant. Alors ce qu'il faut noter, c'est que en France, l'antimaçonnisme vient de l'extrême droite et que la droite est très réticente à l'égard de la maçonnerie. La maçonnerie est plutôt de sensibilité de gauche en France, avec toutes les réserves que François. C'est très français. Non, mais alors justement, c'est un cas français, un cas lié à une grande partie de l'Europe latine. Dans 90% de la franc-maçonnerie mondiale, je dis bien 90%, qui est anglo-saxonne, la maçonnerie est conservatrice et plutôt de droite. Et c'est un cas particulier qui n'est pas lié à la franc-maçonnerie elle-même, ou qui n'est que partiellement lié à ce qu'elle est, mais qui est lié à l'histoire politique, sociale et religieuse de la France dans la deuxième moitié du XIXe siècle, qui a entraîné dans notre pays la franc-maçonnerie à devenir le parti de la République à une époque où il n'y avait pas de parti politique. Comment expliquez-vous que le nazisme se soit aussi préoccupé de la franc-maçonnerie et que les maçons aient été poursuivis et déportés comme les juifs ou d'autres minorités d'ailleurs En réalité, dans le discours... Le complot judéo-maçonnique quand même, c'était des propos... Alors c'était la même chose, évidemment, à cause du fait que dans le vocabulaire, dans le décorum, dans les légendes, dans les grades, dans la mythologie de la franc-maçonnerie, il y a beaucoup de références à la Bible, à l'Ancien Testament. Par conséquent, évidemment, on disait que c'était juif. Il y a aussi le fait que comme les catholiques étaient interdits, eh bien, pour des raisons mécaniques, c'était les non-catholiques qu'on trouvait, et on trouvait effectivement en France beaucoup de juifs dans la franc-maçonnerie à la fin du XIXe siècle, parce que c'était pour eux un moyen d'assimilation définitive dans la société française. Et un des grands classiques du discours de l'extrême droite depuis la fin du XIXe, c'est le complot judéo-maçonnique. Voilà. Et il faut dire quand même que ce qui s'est passé en France sous l'occupation est sans exemple dans l'histoire antérieure. C'est-à-dire que la persécution qu'a supportée la franc-maçonnerie ne s'était jamais vue avant cette époque-là. C'est une affaire française. C'est une affaire française. Dans ses proportions. Partout où les nazis, partout où les fascistes pendant la guerre ont dominé, ils ont persécuté la franc-maçonnerie. Mais le modèle de cette franc-maçonnerie qui s'est engagée dans, comme le disait Yves Tréhard tout à l'heure, débat sociétal avec toutes les ambiguïtés du mot sociétal, c'est un modèle qui est né en France. Ce qu'il faut ajouter aussi, Yves, c'est l'influence de la franc-maçonnerie ou la présence de la franc-maçonnerie dans les relations internationales, dans la diplomatie, notamment dans les relations entre la France et l'Afrique. La franc-maçonnerie a joué et joue un rôle important. Je n'ai jamais compris. Vous pouvez nous expliquer ça, parce que je me disais, mais qu'est-ce que les présidents africains ont à faire dans des loges maçonniques? Pour quelles raisons? C'est des réseaux d'abord d'influence, c'est des réseaux de connaissances, ça permet justement de mettre du liant dans les relations entre les pays. Au moment des indépendances, ça a permis aussi, pour la France en tous les cas, de faire en sorte que ça se passe peut-être un petit peu moins mal que ça aurait dû se passer. Et puis ça a été un moyen aussi pour la France de garder une influence importante dans ces pays-là. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que c'est dans le sens contraire que ça se fait. C'est-à-dire que l'influence des présidents africains, on peut en citer quelques-uns, M. Bongo notamment, elle s'exerce beaucoup par le biais de la franc-maçonnerie auprès des autorités françaises. Vous voulez dire qu'on fait passer des messages? On fait passer des messages. Vous êtes prête à passer les messages, vous? Nous ne sommes pas concernés puisque la franc-maçonnerie féminine n'est pas une franc-maçonnerie d'affairisme ni de politique. Ce n'est pas du tout notre combat. On écoute de ce que vous venez de nous dire. Là, c'est quand même, les termes que vous employez sont extrêmement rudes. Nous ne sommes pas une maçonnerie d'affairisme, ce qui veut dire que donc elle existe. Mais absolument. Oui, non, mais j'entends bien, mais vous le faire remarquer. Mais ce que je disais à propos de la France et de l'Afrique n'avait rien de péjoratif. Non, non. Diplomatique. Alors, Catherine Jeannin-Altet, est-ce que vous êtes reçue officiellement par nos responsables politiques? Est-ce que de temps à autre vous dites, écoutez, on a travaillé sur quelque chose, on aimerait bien on pense qu'on a fait pousser des idées ou qu'on a bien avancé sur un domaine précis, on aimerait vous rencontrer pour discuter, je ne sais pas, pardonnez-moi, la gestation pour autrui, du fonctionnement de l'école dans notre pays aujourd'hui. L'abolition de la prostitution. Absolument, de l'abolition de la prostitution ou de la poursuite, par exemple, contre les clients. Enfin, voilà. Est-ce que ce sont des thèmes sur lesquels vous êtes reçus, écoutés, ou vous essayez de faire passer des idées? Est-ce que vous voulez bien nous donner quelques exemples?
exemples précis si c'est le cas. Absolument. Pour être reçus, nous sommes conviés. C'est pas nous qui tirons les sonnettes. Ouais. Nous sommes conviés régulièrement devant les commissions parlementaires. Nous avons été auditionnés sur le financement des lieux de culte par les collectivités territoriales. Nous avons été reçus à l'Observatoire de la laïcité. Nous intervenons sur de nombreux chantiers. Nous avons des commissions permanentes au sein de l'obédience en matière de laïcité, en matière de droits des femmes. Les droits des femmes, pour nous, sont vraiment un chantier permanent. Et par exemple, Najat Vallaud-Belkacem est un ministre avec lequel vous avez poursuivi des conversations et des rapports. Au ministère. Nous avons reçu récemment Madame la secrétaire d'État aux droits des femmes, Pascale Boitard, à l'occasion d'un colloque organisé à la Grande Loge féminine de France. Marisol Touraine, vous pourriez aller lui dire, dites donc le tiers payant, ça nous semble une bonne idée ou ça, enfin, voilà jusqu'où ça... Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas tiré de sonnette. Nous avons été interrogés sur notre connaissance et sur l'état d'avancement de nos réflexions sur nos dossiers. Nous avons des dossiers qui sont permanents, qui sont en vie, qui sont travaillés tous les mois, régulièrement, en matière de développement durable, en matière de sobriété. Nous avons aussi des chantiers dans de nombreux domaines. Est-ce que le fait d'être une obédience exclusivement féminine vous amène à traiter des sujets essentiellement quand même ayant trait aux femmes? Évidemment, bien évidemment, parce qu'il y a un tel retard de la franc-maçonnerie féminine, tant au niveau des effectifs, comme l'a dit François Coche, que nous avons un combat. Nous avons commencé depuis 1901, nous avons pratiquement suivi le combat à la fois de la République, de la laïcité, des droits des femmes. Notre obédience a été créée en 1945 avec le droit de vote, pour vous donner un exemple. Donc effectivement, les droits des femmes, pour nous, sont centraux et sont un enjeu majeur du vivre ensemble, un enjeu majeur de ce qui se passe actuellement. Et on pourra y revenir là-dessus, parce que chaque fois que la laïcité est atteinte, diminuée, ce sont les femmes qui en sont les premières victimes, systématiquement. Ce rapport dont on parle depuis hier, absolument incroyable, où il s'avère que 100% des femmes prenant les transports en commun disent avoir été l'objet à un moment ou à un autre de harcèlement, voilà, c'est exactement le terme. C'est un dossier que vous avez suivi, mais nous suivons que vous défendez. Absolument, mais je pense qu'il y a un vrai problème dans cette humanité, et en France en particulier, c'est que les hommes n'aient jamais pris conscience de la situation des femmes. Moi, ce que je reproche le plus souvent aux politiques, même aux maçons, c'est de ne pas être assez féministes. Personne ne se rend compte. Je vais vous prendre un exemple. Oui. Aucun maçon n'est monté au créneau sur le port du voile intégral. C'est la question que j'allais vous poser. Sincèrement, honnêtement, est-ce que c'est normal? Les derniers grands maçons féministes, ils ont été cités. C'est Henri Caillavet, c'est le professeur Pierre Simon. Pierre Simon. Voilà. Et ce qui nous manque aujourd'hui, ce sont des gens qui, effectivement, aient cette écoute du sort des femmes. Les femmes à la tête de familles monoparentales, dans les quartiers les plus défavorisés, madame tout le monde, même des femmes, vous avez entendu les témoignages ce midi sur certaines radios, c'est inimaginable. Toute femme a été à un moment, d'une façon ou d'une autre, traitée comme autre chose qu'une personne humaine dans sa dignité à part entière à l'égal de l'homme. Comment peut-on avoir une ambition intellectuelle et morale universaliste, ce qui est le cas de votre loge, et se couper de la moitié du monde, c'est-à-dire de réfléchir? Nous ne sommes pas coupés de l'autre moitié du monde. C'est quand même bien particulier. Je me permets de vous rassurer, j'ai posé la même question aux grands maîtres quand j'ai eu à les interviewer, qui, eux, représentaient des loges uniquement masculines. On a quand même beaucoup de mal à comprendre que la réflexion puisse se faire uniquement entre femmes ou uniquement entre hommes. Et je crois qu'il y a une parole de femme qui n'a pas encore émergé. Je pense que nous avons toujours été bien justement encore dans un état de suggestion, de dépendance que nous nous imposons à nous-mêmes. Ce n'est pas simplement le fait de l'extérieur. Je pense qu'il y a une évolution, et ce travail il peut se faire qu'entre femmes. Je pense qu'il y a vraiment une parole de femme à inventer pour qu'elle soit enfin audible. C'est pas simplement des combats féministes d'égalité, de parité, c'est pas ça le problème. C'est une conception du vivre ensemble, d'une paix, de tout ce qui concerne l'éducation. L'éducation, je ne parle pas de l'instruction. J'entends bien, mais ça revient quand même à un moment ou à un autre à être privé de la réflexion de la moitié de l'humanité. Pas du tout, puisque nous recevons quand même aussi les frères, nous organisons des colloques ouverts aux hommes, nous sommes complètement dans le monde. Simplement, c'est le temps de la réflexion
où nous souhaitons échanger entre nous. C'est un droit. La réflexion que vous avez est valable pour les hommes. Hein. Oui. Mais bien entendu, ça, on est d'accord. Plus encore pour les hommes, parce que c'est surtout les hommes en maçonnerie qui veulent rester entre eux. Parce que les femmes en maçonnerie, pour la moitié d'entre elles, sont en mixité. Je vais vous alors dire, que les hommes, s'il fallait défendre cette idée, je dirais que pour les femmes, on pourrait le faire, parce qu'en effet, leur situation dans la société peut tout à fait faire comprendre qu'elles aient besoin d'une réflexion où elles soient entre elles. Je le dis très sincèrement. Mais enfin, c'est quand même, on parle d'universalisme, de projection dans l'avenir, et on peut s'étonner que des sociétés soient en quelque sorte coupées en deux. Juste une chose, il y a un terme très à la mode, vous l'avez cité tout à l'heure, moi aussi d'ailleurs, en ce moment, qui est le vivre ensemble. Le vivre ensemble, est-ce que ce terme sort des loges, selon vous, ou est-ce qu'il s'est imposé au milieu de la... Pourquoi vous souriez comme ça, vous? Je pense pas qu'il sorte des loges. Non, je m'en non plus. Non, mais ça aurait pu être le cas. Je pense que c'est une formule qui jargonnante, qui sort des sociologues. J'allais vous dire, c'est idiot, mais ça sonne franc-maçon. Oui, mais ça sonne beaucoup sociologisme. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Il y a ce jargon qu'on a dans tous ces rapports. C'est un peu jargonneux, oui, d'accord. Voilà. Les francs-maçons savent mieux parler que ça. Bon. Roger Laché confirme. Simplement que quand vous évoquez cette question, vous, comme très souvent, Yves Calvi, vous posez une question faussement naïve. Vous dites, mais comment se fait-il que la moitié de l'humanité, dans certaines de vos loges, n'est pas présente? C'est une vraie question. Mais ça montre quelque chose. C'est que ça nous permet de toucher du doigt une chose qu'on ne signale pas toujours. C'est la nature particulière de la franc-maçonnerie. Ça démontre bien que la franc-maçonnerie n'est pas qu'un club philosophique ou un cercle de réflexion. Il y a, et ça s'enracine dans son histoire, une autre dimension dans la franc-maçonnerie que les francs-maçons appellent initiatique. C'est-à-dire que les francs-maçons disent, y compris ceux qui sont très impliqués dans le développement social du discours social de la franc-maçonnerie, tous les francs-maçons sont d'accord sur un petit nombre de points, mais notamment sur le fait que la franc-maçonnerie est de nature initiatique, c'est-à-dire une construction de soi qui est du ressort de l'intime. Et dans nos sociétés judéo-chrétiennes, qu'on le veuille ou non, et en particulier même quand on a affaire à des francs-maçons qui s'appellent laïcs et qui pensent qu'ils sont à l'abri de cette culture judéo-chrétienne, mais c'est totalement faux. Le dénudement symbolique, si j'ose dire, le dénudement moral que suppose et même qu'implique la démarche initiatique fait qu'aujourd'hui encore, aussi curieux que ça puisse paraître, dans des sociétés comme les nôtres, certains hommes et certaines femmes ne peuvent pas le faire dans une mixité complète. La parole maintenant au grand maître, en tout cas tel qu'il était titré la semaine dernière dans le Figaro. Il s'agit de Daniel Keller, qui est grand maître du Grand Orient de France, par ailleurs cadre dirigeant d'une société de distribution automobile. Il souhaite que les francs-maçons redeviennent une boussole, ce sont les termes qu'il emploie, et parle de retrouver ses racines pour mieux inventer l'avenir, notamment pour l'Europe, les enjeux environnementaux et les questions du vivre ensemble, expression que j'employais il y a quelques instants. Interview donnée à Barbara Steck et Arnaud Fora. Je crois qu'on est dans une société qui n'a plus de boussole. Mais ça n'est pas vrai que de la France. Je pense que c'est vrai du monde dans lequel nous vivons. Et la maçonnerie est peut-être plus que jamais une institution faite pour permettre aux sociétés d'aujourd'hui et de demain de retrouver leurs racines et de ce point de vue-là, être en mesure de mieux se projeter dans l'avenir. Les valeurs du Grand Orient, ce sont celles que tous les francs-maçons ont portées et continuent de porter, c'est-à-dire la République, la laïcité, les droits de l'homme, et finalement toutes les valeurs qui sont, on va dire, issues de l'humanisme. Nous avons vocation à parler effectivement de ces principes républicains, comme vous le rappelez, mais nous avons aussi d'autres sujets de préoccupation qui touchent notamment à l'avenir de l'Europe. Quelle idée pour l'Europe? L'Europe dans laquelle nous vivons aujourd'hui, à bien des égards, c'est une Europe qui est morte. Hein. La seule chose qu'on ne sache pas encore, c'est la date de ses obsèques. Mais c'est une Europe morte, donc je crois qu'on a à repenser l'Europe, c'est le rôle des maçons, mais également les équilibres écologiques du monde de demain. Il y aura une grande conférence sur le climat à la fin de l'année à Paris. Le Grand Orient de France a commencé de travailler sur les enjeux de cette conférence climat. Et puis il y a les sujets de société, que ce soit la fin de vie, que ce soit parce que ce débat viendra sur la scène sociétale, les questions qui touchent à la procréation médicale assistée, à la gestation pour autrui, tous ces sujets qui, d'un point de vue éthique, sont assez clivants et dont on a parfois le sentiment qu'ils opposent les Français les uns aux autres. Voilà quelques-uns des grands sujets
dont les francs-maçons doivent s'emparer. On ne murmure pas à l'oreille des politiques, ça n'est pas le rôle de la franc-maçonnerie. Quand les institutions politiques, ministérielles, parlementaires, souhaitent nous entendre comme elles entendent d'autres groupes, d'autres groupements ou d'autres institutions, nous répondons présents. Et mon souci, c'est de faire en sorte que lorsque l'on nous sollicite sur la question de la laïcité, sur la conférence climat pour les mois qui viennent, sur la fin de vie comme on nous a sollicité, mon souci, c'est que nous ayons des idées pertinentes et percutantes et que notre parole soit à la fois comprise et entendue. Le Grand Orient a des liens avec tous les républicains, qu'ils soient de gauche ou qu'ils soient de droite. Nous ne sommes affiliés à aucun parti, à aucun courant politique, mais nous dialoguons avec tous les républicains. Ça, c'est important. En 2015, la franc-maçonnerie, elle a pour vocation de se situer en amont des décideurs politiques. Nous ne sommes pas un parti politique. Et ça, c'est très important de le garder présent à l'esprit. Donc nous nous situons en amont des partis politiques en portant et en prônant des idées dont on espère qu'elles seront reprises ou qu'en tout cas, les décideurs politiques s'en inspireront. Donc c'est quoi aujourd'hui? C'est plus comme un think tank? Vous apportez des idées? Nous apportons des idées, mais nous ne sommes pas un groupe d'experts, à la différence des think tanks. Nous sommes un microcosme de la société. Les 51 000 francs-maçons du Grand Orient de France appartiennent à tous les milieux sociaux, ils sont d'origines diverses, ils ont des centres d'intérêt divers, ils sont professionnellement assez hétérogènes. Et je crois que la qualité de nos analyses et de notre réflexion, elle vient de la composition sociologique du Grand Orient de France, qui en fait une vraie micro-société. La politique et la franc-maçonnerie font-elles bon ménage? Et qui est la plus puissante, nous demande un téléspectateur. C'est une bonne question, c'est posé assez simplement. Qu'aurait envie de nous répondre François Coche? Sur la puissance de la franc-maçonnerie en général ou du Grand Orient en particulier? Là, la question, c'est la politique et la franc-maçonnerie font-elles bon ménage? Et qui est la plus puissante? Le monde politique ou le monde maçon? Évidemment, le monde politique. Encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, les obédiences maçonniques étaient des partis politiques avant les partis politiques. Mais depuis la naissance des partis politiques il y a plus de 100 ans, les obédiences n'ont pas vocation à les remplacer ni à les suppléer, éventuellement à fournir des idées. Mais encore une fois, le Grand Orient tel que l'exprime Daniel Keller, c'est 50 000 maçons sur 175 000, donc c'est entre un quart et un tiers de la franc-maçonnerie. Et la grande majorité, l'immense majorité des francs-maçons ne s'intéressent pas vraiment à l'influence de la franc-maçonnerie sur la politique. Mais ils cherchent à maçonner dans leur loge, à se retrouver pour faire des planches plus spirituelles qu'humanistes. On oublie forcément que la franc-maçonnerie aujourd'hui, il y a certes une influence diffuse par plus de 150 000 membres, mais ce n'est pas une influence politique telle qu'on la concevait il y a plus d'un siècle. Roger Lachet, vous êtes d'accord? Oui, cette évolution que décrit François Coche est tout à fait vraie. Aujourd'hui, les motivations dominantes des hommes et des femmes qui viennent rejoindre la franc-maçonnerie dans la France du début du XXIe siècle ne sont plus celles d'il y a un siècle où il fallait construire la République, lutter contre une hégémonie religieuse. C'était le combat immédiat et nécessaire. Ces combats-là, en grande partie, ont été gagnés. Ils sont toujours à reprendre peut-être, mais ils ont quand même été gagnés. Nous sommes dans un état de droit, il y a des élections libres et la République est laïque. Ceci étant, ça n'est pas contradictoire avec le fait que les francs-maçons, comme l'exprimait tout à l'heure Daniel Keller, essaient de trouver dans quelles conditions et sur quels sujets ils peuvent revenir dans le débat sans justement forcément mettre leurs pieds dans le chemin de leurs aînés, qui n'étaient pas dans la même situation, et sans s'être, en quelque sorte, se mélanger avec le domaine purement politique. Mais Daniel Keller, quand même, le réclame un peu, parce qu'il dit, on a été absent de pas mal de grands dossiers ces derniers temps, et en quelque sorte, il faut qu'on fasse entendre notre voix, au bon sens du terme. Moi, j'ai été quand même frappé des propos qu'il tenait dans le Figaro, où il dit, il faut être percutant, car le vrai travail n'est pas tant dans la conception que dans l'exécution. Ça veut dire être actif dans la vie de la société aujourd'hui française. Oui, mais dans quel domaine? Tout à l'heure, vous évoquiez l'histoire du tiers payant. Je ne comprends pas pourquoi il ne nous dit pas, et peut-être pourquoi vous ne nous dites pas, mais faisons plus ouvertement de la politique, au sens le plus noble du terme. Parce que précisément, ce n'est pas ce qui est envisagé. Vous citiez tout à l'heure la question du tiers payant généralisé des médecins. Je doute vraiment que vous entendiez un responsable maçonnique intervenir sur ce sujet, parce que les opinions seront extrêmement variées. Par contre, il y a des domaines qu'on pourrait qualifier aujourd'hui presque
de domaines réservés, en tout cas que les francs-maçons considèrent Aimerait bien considérer comme réservé, oui. C'est effectivement la bioéthique, tout ce qui concerne la dignité de l'homme, tout ce qui concerne l'autonomie du sujet, tout ce qui concerne la liberté de l'esprit. Sur ces questions-là, ça fait déjà beaucoup de choses. Les francs-maçons estiment aujourd'hui qu'ils ont une légitimité. Mais sur la manière d'équilibrer les comptes sociaux ou de faire évoluer les lois du travail, je doute que vous entendiez dans les années qui viennent un discours typiquement maçonnique. Le chômage, c'est pas une préoccupation des maçons. C'est bizarre parce qu'en matière de dignité, ça aide. Je crois qu'il faut revenir au fondement de... Ah. Oui, mais je crois qu'il faut quand même revenir au fondement de la franc-maçonnerie et je voudrais en profiter pour dire pourquoi on rentre en maçonnerie, d'après les enquêtes que j'ai faites, les témoignages que j'ai eus. C'est surtout... Ça allait être un témoignage personnel, j'étais Non. C'est beaucoup pour des raisons purement individuelles. L'idée de se grandir, de grandir. C'est pour ça que les francs-maçons, c'est pas un cercle où on est entre philosophes, agrégés de lettres et tout ça. Contrairement d'ailleurs à Daniel Keller qui lui a des diplômes, il est impressionnant. Il est agrégé de lettres, normalien, énarque, Sciences Po. Oui. Enfin bon. C'est absolument faramineux. Il a fait les cabinets ministériels. Normalement, il devrait être Premier ministre, cet homme-là. Mais il pourrait. Oui, il est concessionnaire automobile, c'est-à-dire qu'il travaille dans le privé. Et moi, je le vois de temps en temps, je peux vous dire que il est en banlieue. Il vend des bagnoles. Il vend des bagnoles. Voilà, très bien. C'est incroyable. Et donc les gens qui rentrent en maçonnerie, à moins que vous me contredisiez, c'est beaucoup pour s'élever l'esprit. C'est pour essayer de comprendre mieux leur monde et d'être un peu plus armé pour faire face à ce monde-là. Et le grand souci de Daniel Keller, pour en avoir parlé avec lui, c'est que je crois que lui, c'est un homme inquiet. Il est inquiet de la façon dont notre pays évolue. Il vient de nous dire, l'Europe est en train de péter, voilà. L'écologie n'est pas prise en charge comme il le faudrait, voilà. Et il y a des grands dossiers. On entend aussi, excusez-moi, j'espère ne pas interpréter sa pensée, mais que la montée des extrémismes, et notamment de l'extrême droite, qui non plus qu'on l'appelle comme ça dans notre pays, est une préoccupation aussi. Et comme il connaît un peu le milieu politique, parce qu'il a été dans les cabinets ministériels, notamment à Bercy, il sait il est inquiet de la non-réponse que les politiques apportent justement aux problèmes qui sont posés par la société d'aujourd'hui. Et si la franc-maçonnerie... Sauf si vous pensez que Bercy contribue largement au non-changement des choses dans notre pays. Non, mais des choses qu'on entend parfois. Donc Daniel Keller estime que la franc-maçonnerie a un rôle à jouer du coup pour essayer d'éveiller un peu les consciences. Je voudrais compléter ce qui vient d'être dit. Si les motivations pour entrer en maçonnerie sont bien celles-là, il y a un devoir pour le franc-maçon. C'est de ne pas rester uniquement dans son travail en loge. Il doit avoir un comportement exemplaire et un engagement citoyen. Ça, c'est une obligation morale, éthique. Si vous êtes dans les valeurs, vous êtes obligé d'avoir ce comportement et cet engagement en plus. Et il y a une deuxième date. Vous avez cité 2012. Mais je pense que la date aussi qui est très importante, c'est 2015. C'est ce séisme des événements de janvier qui font que va-t-il advenir de notre société française pour faire vivre des communautés religieuses qui ne s'entendent plus et qui ne se supportent plus? Et je pense que l'avenir, le fameux vivre ensemble, il est apparu d'ailleurs immédiatement après le 15 janvier. Et c'est tout ce travail où les maçons estiment, puisque la création de la franc-maçonnerie en Angleterre par des chrétiens au terme d'une guerre de religion, d'une guerre civile, nous avons certainement peut-être un rôle à jouer en tant qu'hommes de paix, hommes de tolérance. Je pense qu'il y a un vrai rôle à jouer. Vous diriez la franc-maçonnerie est Charlie, pour reprendre la formule de l'époque? Absolument. Absolument. La liberté, pour nous, est vous savez que nous avons la même devise que la République. La liberté est pour nous fondamentale. Liberté de conscience, liberté d'expression, c'est évident. François Coche nous le rappelait il y a quelques instants, on estime à une bonne centaine le nombre de parlementaires francs-maçons aujourd'hui dans notre pays, généralement actifs pour défendre des textes progressistes. Leur influence serait en revanche en grande perte de vitesse, c'est ce que nous vous avons expliqué depuis le début de l'émission, notamment par rapport à ce que furent la Troisième ou même la Quatrième République. La République dont ils ont écrit certains des textes fondamentaux, ou en tout cas fondateurs, école publique, laïque et obligatoire, séparation de l'Église et de l'État, ou impôt sur le revenu. On citera aussi le divorce, la contraception ou encore l'interruption volontaire de grossesse. Laurence Aïda Diop, Mathieu Vibo avec Stéphanie Gidon et Thomas Buyer. Régulariser les naissances, c'est formidable. On peut avoir des gosses quand on veut et tout ça. Tout le monde n'a pas les moyens d'élever des grosses familles et il y a assez de petits malheureux sur Terre.
Un ouvrier, quand il a vraiment trop de gosses, c'est vraiment plus possible. Les parents, certainement, seraient bien contents d'en avoir 2 ou 3 de moins. Ils la voulaient, eh bien ils l'ont eu, la pilule. Une révolution des mœurs, de la société, défendue bec et ongle à l'Assemblée par le député Lucien Neuwirth. En fin de compte, c'est l'avenir même de notre peuple qui est concerné. Cette affaire est une affaire nationale. On surnomme Neuwirth le père de la pilule. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'elle a aussi un autre papa, la franc-maçonnerie. Car derrière le député de la Loire se cache Pierre Simon, médecin, grand maître du Grand Orient de France. C'est lui, l'architecte de la loi. Nous sommes appelés à renouveler le concept de vie qui n'était peut-être plus, cette fois-ci, simplement celui du don, mais celui de la responsabilité. Et Pierre Simon ne s'arrête pas là. Après la pilule, il s'attaque à l'IVG et devient conseiller de Simone Veil. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame. Cela restera toujours un drame. IVG, pilule, mais aussi refonte de la loi sur le divorce. Les francs-maçons veulent changer les mœurs de la société française, une histoire d'influence qui date de la Troisième République. Léon Gambetta, Waldeck-Rousseau, Jules Ferry, Émile Combes, tous présidents du Conseil, tous francs-maçons, initiateurs d'une série de lois qui vont fonder le pacte républicain. 1881, la liberté de la presse. 1882, l'enseignement laïque gratuit et obligatoire. 1901, la liberté d'association. 1905, la loi de séparation des églises et de l'État. Après, il y a le divorce. Après, il y a la crémation. Il y a l'impôt sur le revenu. Alors ça, c'est pas très populaire, mais ça a un sens. Et si vous voulez, pour résumer ce que peut être le pacte citoyen, c'est l'idée de mettre à l'abri des origines chaque citoyen. De donner les mêmes chances à chaque citoyen de construire, de bâtir son avenir. Les républiques passent, les présidents changent, mais les francs-maçons, eux, sont toujours là, reçus même parfois au grand jour. Mesdames et messieurs les grands maîtres, mesdames, messieurs, je suis heureux de recevoir aujourd'hui les représentants d'une tradition philosophique. Les francs-maçons continuent de répandre leurs idéaux par jeu d'influence. Guy Arcizet s'en rappelle bien. En 2012, lui, l'ancien grand maître du Grand Orient de France, avait reçu les candidats à la présidentielle. On a pu leur poser des questions sans les laisser exprimer leur programme. Notre but n'était pas là. Notre but, c'était de leur demander de se positionner par rapport à l'éthique, par rapport à la morale laïque, j'ose employer le terme, par rapport à la dignité humaine qui nous préoccupe gravement à l'heure actuelle. Ils ont entendu ce qu'un mouvement important comme le nôtre pouvait leur demander, les questions qu'on pouvait leur poser. Les francs-maçons n'ont plus le pouvoir, mais ils en restent proches. Au sein même de l'Assemblée et du Sénat, ils sont 150, réunis dans la fraternelle parlementaire, sorte de vigie des valeurs républicaines. Nous sommes des agitateurs d'idées, plus qu'un lobby, c'est quelqu'un qui use de son influence d'une manière éhonte et grossière. Nous avons, en quelque sorte, nous portons des idées qui vont au-delà des limites de nos partis. Notre combat, c'est de faire prévaloir la loi des hommes sur la loi de Dieu. Hein, la loi de Dieu est à Dieu, elle est dans les églises, dans les mosquées, mais au Parlement, c'est la loi des hommes, c'est la loi de la République qui s'impose. Prochaine bataille législative des francs-maçons, la fin de vie, la bioéthique et encore et toujours la laïcité.
Alors, je crois que vous y avez répondu tout à l'heure, mais si la question nous est reposée, on y retourne. La franc-maçonnerie est-elle plutôt de gauche? C'est la perception qu'on en a, mais est-ce que vous trouvez que c'est encore juste? Alors, peut-être dans son influence, mais pas forcément dans l'ensemble des loges qui vivent dans notre pays aujourd'hui. Dans la mesure où... Vous nous avez dit que c'était essentiellement français, ça. Oui, c'est d'un sentiment français, mais nous parlons de la franc-maçonnerie en France. Oui. Si vous me parlez des États-Unis et de l'Angleterre, je vous dis clairement non. Oui. Elle est de droite, très clairement. Elle est conservatrice. C'est même très frappant. Mais on chante l'hymne national et on défend nos soldats quand ils sont au front. Voilà ce que font et ce que disent les francs-maçons américains et anglais. J'imagine difficilement un communiqué de la Grande Loge de France ou du Grand Orient de France dans de telles circonstances. Donc le contexte, tout simplement, historique est différent. Mais Catherine Jeannin-Altet nous a dit, avec insistance en début d'émission, que les valeurs patriotiques et même tricolores étaient pour elle fondatrices et essentielles. Oui. Et moi, c'est la première fois que j'entendais un responsable d'une grande loge le dire, je dirais aussi clairement. C'est une donnée classique du discours maçonnique. Mais aujourd'hui, dans un pays comme la France, on ne peut pas faire l'économie de la conception générale que les gens ont de ce que peut être la nation ou la patrie. Ça n'est plus ce que c'était il y a un siècle. Est-ce que vous allez mobiliser aujourd'hui des jeunes de 20 ou 25 ans sur la patrie? Ça va être très difficile. Donc le discours sur la nation ou la patrie est devenu très compliqué. Et si Catherine a parfaitement raison de dire que c'est même dans les textes fondateurs de la franc-maçonnerie dans le monde entier, c'est un discours qui est difficile à tenir en France. Et les francs-maçons français sont plutôt des francs-maçons européens, mondialistes, éventuellement tiers-mondistes, alter-mondialistes. Voilà plutôt le climat dans lequel baigne la franc-maçonnerie. Oui, mais ces mots reviennent d'actualité. À partir du moment où nous abordons le vivre ensemble, l'avenir de notre communauté en France, ces mots vont revenir. Et c'est des mots que les politiques ont abandonnés aux extrêmes. Et je pense que nous avons une responsabilité en tant que citoyens, parce que la citoyenneté est aussi au cœur de la problématique actuelle. C'est de nous réapproprier ces valeurs républicaines. Parce qu'il y a eu trop de recul. On a vu disparaître le drapeau, l'hymne, la laïcité est en train de disparaître. Qui a un discours laïque perverti actuellement? Ce n'est pas les politiques de gouvernement, ni de droite ni de gauche. Madame Le Pen a récupéré, y compris la notion de laïcité. Et quelle laïcité va-t-elle nous infliger? Donc il est temps que les vrais républicains, les gens qui ont des valeurs de respect de la personne humaine, qui sont des gens de tolérance, reprennent à leur compte ces consensus du vivre ensemble. C'est évident. On va passer aux questions SMS. Beaucoup revendiquent le devoir de se conformer aux valeurs, nous dit un téléspectateur ou une téléspectatrice. Qui les définit? Voilà, la question c'est qui définit le système de valeurs qui est le vôtre? Je dirais le système de valeurs référent. Écoutez, sans vouloir couper la parole. Il y a une tradition maçonnique. Oui. Il y a une tradition républicaine, il y a une tradition conservatrice, il y a toutes sortes de traditions morales. Depuis le début de l'émission, j'ai l'impression que vous parlez d'égalité. Et après, on la fait vivre, ou pas. La franc-maçonnerie repose sur un corpus de valeurs qui ont contribué à former l'Europe au XVIIIe siècle. Et ces valeurs sont nées principalement en Grande-Bretagne, qui avait été pendant 150 ans... Donc des valeurs d'influence religieuse aussi. Oui, complètement. Dans un pays qui, pendant 150 ans, avait été décimé par des querelles politiques et religieuses, et où, au nom de l'amour universel, on s'étripait. Et la franc-maçonnerie a voulu mettre en évidence la possibilité d'une concorde entre des gens qui étaient différents. Ça veut dire que, dès son premier moment, elle ne peut fonctionner qu'avec des gens qui sont différents et pas identiques. Rassurez-moi, on a le droit de réfléchir et d'avoir des idées sur la société si on n'est pas franc-maçon, demande un téléspectateur. Heureusement. Heureusement, ce serait bien dommage. On a besoin de tous les points de vue. Bien au contraire. Nous nous enrichissons du point de vue et de la différence. C'était une question piège. À quand la séparation de la franc-maçonnerie et de l'État, nous dit un téléspectateur. Voilà. Il y a longtemps que c'est fait. Il y a longtemps que c'est fait. Et on l'a dit à cause du fait qu'il y a une diminution très importante de l'influence politique et surtout, je pense que même la franc-maçonnerie y avait intérêt parce que c'est ça qui a alimenté le discours de l'antimaçonnisme en disant mais qui sont ces gens qui tirent les manettes derrière la scène? Il y a une contradiction. Vous nous expliquez depuis le début de l'émission qu'il y a de plus en plus de monde dans les loges et que la franc-maçonnerie est de moins en moins influente. Alors que font tous ces gens qui sont là? Parce que, excusez-moi, ça va vous trouver ça insupportable ce que je vais vous dire, mais ils pourraient prendre des cours de yoga, ils pourraient appartenir au club des joyeux boulistes voilà, de Seine-et-Marne, ils se retrouveraient entre eux, alors ils feraient peut-être pas des tenues aussi importantes, mais ils pourraient échanger des idées. Vous comprenez ma question? Oui, mais je vais répondre en deux temps. D'abord, il faut dire que si on a dit qu'il y a
moins de francs-maçons parmi les élus politiques, il ne faut pas négliger qu'il y en a beaucoup dans les cabinets ministériels. Et qu'il y a énormément de francs-maçons qui sont directeurs de cabinet, qui sont conseillers dans des cabinets. Il y en a énormément. Pourquoi ils sont organisés? Et c'est dire... Ils font mieux les dossiers, et vous savez très bien, détenus. on le dit ici assez régulièrement, que quand vous êtes en cabinet, vous êtes influent, parce que c'est vous qui faites marcher la machine de l'État. Donc, l'influence, elle est quand même la perte d'influence est quand même à relativiser. La deuxième chose, qui est une réponse qu'on peut faire assez facilement à nos téléspectateurs, c'est qu'on est dans un monde, il y a beaucoup de jeunes chez les francs-maçons, beaucoup de jeunes chez les francs-maçons. On est dans un monde où il y a une perte de repères évidente. Mais il y a des jeunes qui expriment, qui expriment le besoin. Un désir de repère, hors religiosité, voilà, et ça va en loge maçonnique. Et ben voilà. François Cotte, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, parce que l'influence, je dirais, individuelle de francs-maçons dans diverses sphères ou de responsabilité étatique ne veut pas dire qu'il y a une influence de la maçonnerie en général. D'abord parce que les obédiences sont très divisées entre elles et ont tendance à perdre beaucoup de temps à se combattre les unes les autres dans des guerres de clochers. Et d'autre part, encore une fois, c'est pas leur préoccupation essentielle, l'influence. C'est un peu notre vision. Nous ne sommes pas structurés en lobby. Nous avons une impermanence aussi des directions. Nous sommes un système ultra-démocratique. Tous les 3 ans, tous les dirigeants sont renouvelés. Il n'y a pas de cumul de mandats. Il y a une interruption obligatoire. C'est vraiment une institution qui n'est pas faite comme les églises ou comme d'autres institutions pour se pérenniser avec des personnages clés. On est le contraire d'un lobby. C'est-à-dire que les cercles d'influence sont souvent en dehors des obédiences et dans les fraternelles. Les fraternelles qui ne sont pas principalement influentes dans les cercles d'État, mais plutôt dans les cercles privés, par métier, par secteur industriel. Ce sont celles qu'on a accusées, entre autres, d'affairisme. Tout à fait. Tout à fait. À la fin des années 90, au début. À raison. À raison, bien sûr. Parce que notamment les fraternelles du BTP ou les fraternelles des tribunaux de commerce n'ont pas fait autre chose que de l'affairisme. Y a-t-il des communistes dans la franc-maçonnerie? Alors ça, c'est un vrai problème, c'est-à-dire que quand le Parti communiste français a été créé en 1920, dans l'ancienne SFIO, il y avait beaucoup de francs-maçons. Les milieux socialistes français comptaient beaucoup de francs-maçons. Oui. Or, il y a eu le Comintern a interdit l'appartenance à la franc-maçonnerie. Et donc les communistes... Quelle est l'idée tout simplement parce que, mais pour une raison très simple, c'était que la franc-maçonnerie, à leurs yeux, était typiquement une organisation de collaboration de classe. Oui. C'est-à-dire où des gens... On se parle, donc c'est insupportable. Mais bien entendu, donc c'est insupportable. Et ceci a duré jusqu'à la Libération. Or, pendant la Libération, dans les réseaux de résistance, on a vu à la fois des communistes et des francs-maçons qui ont été amenés à combattre ensemble. Et en 1945, l'interdiction, j'allais dire, officieuse a été levée, mais c'est vrai que c'est une frange de l'opinion politique qui n'a jamais été très représentée dans la franc-maçonnerie. Y a-t-il beaucoup de francs-maçons de confession musulmane? Oui, il y en a. Il y a des femmes musulmanes à la Grande Loge féminine de France et c'est le cas pour toutes les religions. Il n'y a aucune incompatibilité entre la pratique d'une religion et la franc-maçonnerie. Ça, c'est encore... Mais il y a un point important, c'est que ce que dit Catherine Jeannin-Altet est tout à fait vrai dans un pays comme la France. Par contre, il y a historiquement un problème entre la franc-maçonnerie et l'islam, et les pays d'islam. C'est-à-dire que si on prend la carte des pays où dans le monde la franc-maçonnerie est encore interdite, elle reproduit à 90% la carte des pays de tradition musulmane, sauf 2 ou 3 exceptions. Donc là, il y a quand même une opposition qui est ancienne, profonde et historique. Un mot. Oui, très important, parce qu'il y a aussi une montée de l'antimaçonnisme dans les milieux islamistes. Oui. En particulier, il y a eu des fatwas de prononcer contre la franc-maçonnerie vis-à-vis des femmes. En particulier, une fatwa du Hamas, je n'ai pas la date, je crois que c'est 1986, où l'islam demande aux femmes de ne pas entrer en franc-maçonnerie. C'est considéré comme contraire à la religion. Pourquoi le secret de l'appartenance à la franc-maçonnerie est-il moins respecté aujourd'hui? En tout cas, c'est la perception qu'ont nos téléspectateurs, nos téléspectatrices. Eh bien, tout simplement parce qu'il fut une époque où il était dangereux d'être franc-maçon. Mais ce n'est plus vrai de nos jours. On est dans un pays où, naturellement, il subsiste des milieux anti-maçonniques, on l'a dit, même parfois des gens assez agressifs, mais c'est moins qu'avant. Ceci étant, il y a un antimaçonnisme rampant qui subsiste, et quand vous interrogez les francs-maçons, comme nous pouvons le faire tous les jours, et qu'on leur demande pourquoi est-ce que vous ne dites pas votre appartenance, nous faisons partie de ceux qui ont fait leur outing depuis très longtemps, eh bien, on vous dit toujours,
parce que je connais tel et tel et tel exemple de problèmes professionnels que j'ai rencontrés parce que le supérieur, le patron ou le collègue a su que j'étais franc-maçon. C'est-à-dire qu'il subsiste, en dehors de l'antimaçonnisme politique, il subsiste une espèce d'antimaçonnisme rampant qui fait qu'une partie de la société française continue, mais sans trop savoir pourquoi, à se méfier des francs-maçons. D'où l'intérêt pour eux, d'ailleurs, de dire plus clairement ce qu'ils sont. Valls est-il franc-maçon? Il l'a été. Il l'a été. Valls ne l'est plus. Il a, en plus... Vous voulez dire qu'il n'est pas à jour de cotisation ou Non, il l'a été à un moment, mais il n'est plus franc-maçon parce qu'il n'a pas le temps. Mais est-ce qu'on a été franc-maçon? Vous voyez ce que je veux dire? Ou est-ce qu'on le reste toujours, même si on... Je pense que dans l'esprit, si vous prenez le discours qu'il fait après les événements du 11... La République. 7, 8, 9 janvier, c'est un discours que peuvent pas renier des francs-maçons, ça c'est clair. Et puis un de ses meilleurs amis d'enfance, enfin d'études, Alain Boer, qui est le grand criminologue qui vient de temps en temps sur ce plateau, a été grand maître du Grand Orient, ami de Valls, et il a travaillé pour Nicolas Sarkozy. Bon, bah écoutez, décidément, on accueille tout le monde sur ce plateau. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, qu'il n'a pas fait un parcours éclair dans la maçonnerie. Il est quand même resté 89 au début des années 2000. Valls. Donc c'est un long parcours. Un long parcours dans 2 loges différentes du Grand Orient de France. Et il a été élevé maître maçon. Donc voilà, c'est pas comme Delanoë qui est resté 2 ans juste pour voir. Merci beaucoup les uns et les autres d'avoir participé à cette émission qui sera ce soir rediffusée à 22h35. 22h35 pour la rediffusion de ce C'est dans l'air. Demain, vous retrouvez Caroline Roux qui vous accueillera aussi la semaine prochaine. Passez une très bonne soirée sur France 5 et à demain avec toute l'équipe de C'est dans l'air.